Et comment vis-tu, toi, que nous recevons avec grand plaisir aujourd'hui sur les cordes de ta vie. Bonjour Floriane. Bonjour Lucille. Alors, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur Écomanvie parce que si je te présente un petit peu mieux, Floriane Joly, tu es du Béthunois, HDF Hauts-de-France 62. Tu as un métier bien particulier qui est doula. Oui, J'ai eu la chance de t'avoir au téléphone parce que tu m'avais demandé une communication animale. Et dans la conversation, bah, bien sûr, à un moment donné, tu m'as glissé ton travail. Euh, Tu le sais très bien, donc on peut le dire ici à l'antenne, je n'ai strictement rien compris à ce que tu me racontais. oui, Du coup, du coup, ça m'a profondément intriguée, mais intéressée. On a prévu ensuite de faire ce Et comment vie ensemble. Depuis qu'il y a la prévision de cette date de tournage, j'ai parlé autour de moi que j'allais t'avoir, toi, en tant que doula à Écomonvie. Ça m'a pas rassurée pour autant, mais les autres ne comprenaient pas non plus. Voilà. Donc, je du coup, je trouve comprends pas. qu'il y a vraiment un intérêt par rapport à ton métier, mais toi, ta façon de le voir, de le vivre, euh, ton positionnement. Je trouve que tout ça, on a eu pas mal de temps pour préparer cette émission. C'est vraiment des choses où j'ai envie que tu puisses t'exprimer par rapport à ça. Et donc, écoute, dans un premier temps, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une doula? Qu'est-ce que c'est que le positionnement par rapport aux sages-femmes et par rapport au corps médical? Je trouve Oui, que dans la première partie, j'ai envie que tu te présentes comme ça. oui, pour que les gens puissent savoir aussi ce que ça veut dire un peu plus précisément, parce que tu as raison, Oui, il y a une véritable méconnaissance, même si ça tend à se développer, hein, ça c'est vraiment chouette, mais les gens ne savent pas vraiment ce que c'est qu'une doula. Alors doula, ça vient de doulare, tu vois, c'est du grec, qui veut dire servir. Donc c'est un mythe de Grèce antique qui dit que, qui parle de Galantis en fait, qui était la servante d'une maîtresse de maison et qui, au cours d'une naissance, a eu la posture, les gestes, le respect, le lâcher-prise adéquat qui ont permis à sa maîtresse de maison, en tout cas la dame qu'elle accompagnait, de débrancher le mental et de pouvoir donner naissance plus sereinement à son enfant. Le rôle d'une doula, c'est ça en fait. C'est très schématique, mais c'est vraiment ça. C'est d'accompagner les parents avant, pendant, parfois pendant, ça dépend des structures et de comment se passe la naissance. Et après également la naissance de leur enfant, c'est un rôle qui n'est pas médical du tout. En tout cas pour ma pratique et la pratique qui correspond à celle de l'association Doula de France. Il y a d'autres pays où il y a un petit chevauchement entre les deux rôles, mais ici en France, clairement, les doulas ne font pas de médical, il n'y a pas de thérapeutique, c'est vraiment un accompagnement psycho-affectif. Donc avant, ça prend la forme de rendez-vous où on se rend chez les parents, c'est du service à la personne, donc on se rend au domicile des parents. On les accompagne, on leur propose un espace d'écoute, de partage, dans le respect, dans la bienveillance, dans le respect de leur cadre de référence à eux. C'est d'ailleurs quelque chose qui est très, très, très important. On n'induit pas, en fait, on n'introduit pas de choses qui ne leur correspondent pas. C'est eux qui nous disent quels sont leurs besoins, quels sont leurs vécus, quelles sont leurs envies particulières pour la future naissance. Et nous, en fait, on va broder l'accompagnement en fonction de ce qu'ils nous donnent comme matière. Ça peut être très, comme je l'ai dit, très dans l'écoute. Ça peut être également dans la transmission, par exemple, transmission de savoir-faire, de savoir-être. Au moment de la naissance, ça peut être transmettre des gestes à l'autre, le papa. Très souvent, c'est le papa. Par exemple, des massages, ça peut être juste rassurer la personne par notre présence. D'ailleurs, beaucoup de notre action quand on est présent au moment de la naissance, c'est de surtout ne rien faire. Ça paraît fou, mais surtout ne rien faire et laisser les choses en fait se jouer. Si je devais résumer le rôle de la doula, c'est être une balise avant, pendant et après la naissance, un point de repère, un point fixe mais souple en même temps, enfin qui s'adapte en tout cas, un point de repère pour permettre aux parents de se sentir en confiance, vraiment.
et d'avoir cette confiance aussi bien dans leur environnement, dans le contexte, qu'en leurs propres compétences et leurs propres capacités. Donc l'idée, ça va vraiment être ça, de faire ressortir, de leur permettre de voir quelles sont toutes les compétences qu'ils ont à leur disposition pour vivre cette naissance et cette aventure de la grossesse le plus sereinement possible. Mhm. Donc, on te contacte parce que moi, j'ai été assez surprise qu'on ne sache pas, hein. Moi, j'étais la première à ne pas savoir ton métier. Donc, et donc, comment on t'arrive? Ça veut dire que c'est quand même de plus en plus connu. Donc, c'est un métier très, très Oui, ancien. Ça remonte un peu à la surface. C'est par le bouche à oreille. Les sages-femmes ou les gynécologues peuvent dire, bah, écoutez, ça serait bien que vous alliez voir ou vous contactiez une doula. Ça se passe comment? ça se Bien passe sûr, il y a comment? par l'intermédiaire de cette association aussi, je présume, voilà, où on tapote et hop, l'association, il y a une liste de noms. Mais euh, qu'est-ce qui pousse? C'est le manque de confiance en soi? C'est le besoin d'être assuré? C'est le besoin d'une présence extérieure? Qu'est-ce qui pousse à aller voir une doula? Alors, dans un premier temps, déjà, je vais répondre à comment les gens viennent, enfin, comment ils Oui, contactent. C'est très souvent, il y a du bouche à oreille, il y a aussi beaucoup de réseaux sociaux, tu vois. Et autant il y a un aspect négatif des réseaux sociaux, autant il y a aussi un aspect chouette. C'est le fait de pouvoir de partager des idées, des informations. Et là, en l'occurrence, ça en fait partie. Donc, les personnes entendent parler des doulas. Des fois, c'est un mot qui passe dans un texte, dans une vidéo, ils l'entendent, ils ne savent pas trop ce que c'est, et puis ça ressort à un moment donné, ils se renseignent et ils se disent waouh, mais en fait, soit c'est ce que je veux devenir, soit c'est ce que j'ai envie d'avoir pour m'accompagner au cours de l'aventure, de la grossesse, de la naissance et du postpartum. Donc principalement, les gens en fait vont sur les réseaux, vont sur mon site, vont sur l'annuaire aussi Doula de France, me contactent par email. Et moi, ce que je leur propose, c'est tout de suite de se contacter par téléphone, juste pour voir si ça colle en fait entre eux et moi, si quels sont leurs besoins. Est-ce que je peux leur apporter quelque chose? Parce qu'il ne suffit pas juste d'être doula. Enfin, l'idée, c'est est-ce que je suis la bonne personne pour accompagner cette famille-là? Est-ce que ça va vraiment leur apporter quelque chose? Et une fois que ça c'est fait, en fait, on met en place un accompagnement. C'est vraiment les parents qui décident. C'est un accompagnement à la carte. Et la deuxième partie de la question, est-ce que tu peux me la rappeler? Désolée, j'ai une petite mémoire en ce moment. Alors, euh, c'est une excellente question, Floriane. Je suis pas la seule. Oui, oui, oui. Bah, j'écoute aussi, tu vois, ce que tu dis pour pouvoir rebondir. Donc, et là, c'est les Ah principales oui, demandes aussi, tu vois. ouais. Ah oui, tu m'avais demandé en fait s'il y avait comment dire ça, une réorientation du Oui, une médical. réorientation Ouais, au c'est niveau ça. des sages-femmes, des gynécos et tout ça, s'il y avait Ouais. une reconnaissance, tu vois, parce que pour moi, c'est un métier Ah, très ancien, mais ouais. c'est comme s'il y avait eu un blanc, et Ouais. là, ça revient. Et du coup, quel est le rapport avec ces professionnels santé, médicale et paramédicale, tu vois, y compris avec les infirmières, hein, par exemple, Bien sûr. les cabinets d'infirmiers du coin, mais donc le paramédical, mais aussi les gynécos, le médical, les sages-femmes en médical. Enfin, tu vois, quel est ce Comment ça rapport-là? s'articule en fait? Ouais. Oui, c'est tout un réseau qui se côtoie, qui s'estime, qui se partage. Alors ça dépend, ça dépend des personnes en fait. En vrai, c'est très individu dépendant, tu vois. Ça dépend aussi des relations qu'on arrive à créer. Ça se co-construit au fur et à mesure du temps, Oui, parce qu'il y a une véritable notion de confiance à avoir en soi, en ses propres compétences, mais aussi que l'autre doit construire par rapport à ta propre présence et à ce que tu peux apporter réellement aux parents ou pas, que ce soit pendant la grossesse, pendant la naissance ou autre. C'est quand même très rare que ce soit des gynécologues qui proposent d'aller rencontrer en fait une doula. Certaines sages-femmes le proposent. Certaines sages-femmes, celles qui sont déjà plus branchées, orientées physiologie, qui accompagnent des naissances à domicile ou en plateau technique, euh, peuvent tout à fait réorienter vers l'accompagnement d'une doula si elles sentent que c'est dans les besoins en fait de la maman et de la oui. famille qui est en train de se construire.
Le réseau médical est pas... Il y a un vrai manque d'information. Il y a un vrai manque d'information par rapport à notre place, notre posture. Après, effectivement, tu as raison, c'est un métier qui est très ancien. C'est une présence, en tout cas, qui est très ancienne. En France, ça fait déjà plus de 20 ans que certaines femmes, dont Valérie Dupin par exemple, certaines femmes œuvrent pour la reconnaissance en fait de notre profession, et c'est la raison pour laquelle, entre autres, l'association Doula de France a été créée pour porter, pour légitimer, pour donner un cadre aussi à l'activité des doulas. Donc, c'est une activité qui est là, qui est présente, mais je pense qu'il a fallu une certaine forme de prise de conscience que les gens avaient le droit de demander autre chose que ce qui leur était proposé en maternité. Et il a fallu cette prise de conscience pour que les gens se disent « Ah mais en fait, moi j'aurais envie de faire ça, mais du coup c'est possible. » Par exemple, je voudrais pas de péridurale. Enfin, ou je voudrais donner naissance dans l'eau, mais ça c'est possible. Alors c'est pas vraiment possible dans tous les endroits, mais en tout cas juste l'idée de se dire ben il y a peut-être quelque chose d'autre qui m'est accessible, et si j'osais emprunter et ouvrir cette porte, qu'est-ce qui se passerait derrière? Et ben ça a fait le déclic, je pense, et c'est de plus en plus contagieux parce que forcément les expériences sont là, les expériences contaminent en fait aussi les besoins, les envies des autres personnes qui sont dans les mêmes situations, et les gens découvrent, les gens s'emparent de cette possibilité. Pas tout le monde. Il faut peut-être avoir soit... Alors, je ne pense pas que ce soit un problème de confiance. Je pense plutôt que c'est vraiment l'envie de sortir d'un contexte surmédicalisé. Il y a vraiment cette envie-là. Alors, soit parce que dans notre propre vécu, on a vécu des choses qui sont pas forcément hyper réjouissantes dans le monde médical, avec un passé de prise en charge assez costaud, ou alors un accompagnement en PMA qui a duré des années et un besoin de se réapproprier le corps. Ça peut être aussi un vécu de naissance précédente qui n'a pas été hyper chouette, et encore une fois le besoin, l'envie aussi pour une forme de réparation de vivre une naissance différente, ou ça peut être simplement parce que c'est cohérent par rapport à une espèce de permaculture humaine, d'écologie, de vouloir vivre les choses à travers son propre corps, en laissant notre propre nature pouvoir s'exprimer à travers cette naissance qui est à la fois la naissance d'un enfant, d'une maman et d'un couple, d'une famille, quoi. Je parle du couple et de la famille parce que c'est le modèle le plus général. Mais après, il y a des mamans solo aussi qui font appel à des doulas. Oui. Là, tu me permets une belle transition parce que quand on préparait l'émission, tu parlais aussi que tu étais souvent appelé et demandé pour faire un travail sur le lâcher-prise du mental par Ah oui. rapport à la place de la femme. Et donc, tout un travail qui est autour du féminin sacré. Hein. Est-ce que tu as envie là d'en parler? Je trouve que tes explications par rapport à ça sont belles et ont un positionnement qui est très juste également dans la société dans laquelle on vit. Mais parce que ça naît d'un constat. Alors, du coup, merci vraiment de me laisser cette opportunité d'en parler. C'est vraiment chouette. Mais c'est vraiment ça naît d'un constat. Actuellement, les femmes, pour plein de raisons, euh, sont éduquées à avoir un mental très fort. Parce que socialement, il faut pouvoir être autonome, il faut pouvoir travailler, parfois faire de longues études aussi pour être reconnu, pour avoir une forme de reconnaissance sociale. Du coup, le mental, il est hyper musclé. Ça, c'est rarement le problème. Mais qui dit mental hyper musclé, des fois, dit corps qui passe après, qui passe en second plan. Ce qui peut tout à fait être d'ailleurs encouragé par les expériences personnelles. Tout à l'heure, je parlais de la PMA, mais dans tout ce qui est parcours d'accompagnement médical à la naissance, quand la maman a du mal quand elle a son bébé dans la tête ou dans le cœur, mais qu'il a du mal à s'implanter dans le corps, dans le ventre en tout cas, il y a vraiment des fois une séparation très forte qui est faite entre le mental et le corps, comme si le corps était défaillant, n'était pas compétent. Et là, l'idée de cet accompagnement, et les sages-femmes le font aussi très très bien, hein, c'est vraiment sans aucune opposition, mais en tout cas, moi,
j'apporte vraiment une place très très importante à reconnectez-vous à votre propre corps parce qu'il porte en lui la mémoire de toutes les générations qui ont donné naissance avant vous. Et en fait, donner naissance pour un être humain, donner naissance pour une femme, c'est physiologique, c'est inscrit dans nos gènes, notre corps est fait pour ça. Alors bien sûr qu'il existe des pathologies, mais en vrai, les naissances pathologiques, les grossesses pathologiques sont minoritaires. Et d'un côté, c'est pas juste de calquer un modèle minoritaire sur la grande majorité de la population. Donc, un des grands travaux à faire, c'est travailler sur les doutes, les craintes, les peurs, tous les freins en fait psychologiques, tous les freins mentaux qu'on peut se mettre et qui nous font croire qu'on n'est pas suffisamment compétente, soit pour donner naissance, soit pour correctement s'occuper de son enfant, soit encore une autre question, pour allaiter son enfant. Tu me parlais aussi de la place du père et des Oui. demandes du père, et que là, tu avais justement eu une question par un homme, un éducateur canin, en l'occurrence, voilà, qui s'était, par le plus grand des hasards, comme, voilà, intéressé Oui, parce à qu'en Doula. fait, alors oui, alors on a fait quelques communications animales ensemble, Lucille, Voilà, et, voilà. euh, et moi voilà, je préfère être accompagnée. Il y a des choses dans lesquelles je suis très douée, il y a des choses sur lesquelles j'ai besoin d'un accompagnement et l'éducation, je me comprends. La compréhension que j'ai avec mes chiens, des fois, était un petit peu défaillante, alors je fais appel à un éducateur qui est vraiment sympa. Et quand il a rentré mon adresse en fait sur le GPS, il a vu mon nom, mon prénom et mon activité. Et en fait, il a été comme beaucoup de personnes, il ne savait pas ce que c'était. Donc un jour, il m'a demandé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, doula, ça veut dire quoi? J'aimerais bien avoir plus d'informations et en quoi ça pourrait me servir. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette qu'un monsieur s'empare en fait de ça parce qu'en vrai, c'est vrai que c'est très centré sur la maternité, sur la naissance. Mais pour donner naissance, ben, il faut un versant masculin, il faut aussi un versant féminin. Enfin, il faut les deux pour qu'il y ait un bébé qui puisse s'implanter. Donc, moi, je trouve ça vraiment sympathique et très chouette que les papas s'emparent, que les hommes s'emparent aussi de la place qu'ils peuvent occuper pendant la grossesse, pendant la naissance, dans toute cette sphère en fait de la maternité. Et c'est ce que je te disais dans la préparation. C'est très rare que ce soit des messieurs qui me contactent, mais par contre, quasiment à tous les rendez-vous, les messieurs sont présents. Et pas tout le temps, des fois, bien sûr, l'organisation des plannings de l'emploi du temps fait qu'ils ne peuvent pas toujours être présents. Mais soit ils rejoignent après, soit ils ne sont pas à un rendez-vous et on se revoit après aussi. Ça, c'est pas bien gênant. Mais il y a une vraie implication, il y a il y a un vrai investissement, en fait, des papas bah, dans l'accompagnement de la naissance, quoi. Et c'est vraiment très, très, très important que les papas ne soient pas relégués à une place de second plan. Parce que si je devais faire un schéma assez hyper simpliste, hein, pour que le bébé aille bien, il faut que la maman aille bien. Et pour que la maman aille bien, bah, il faut que la famille, le couple et le papa aillent bien aussi. Il y a vraiment une dimension très circulaire, très cocoon qui, est, qui circule en fait autour de cet accompagnement à la naissance, à la grossesse et au postpartum. Mhm. Et donc, là, tu disais aussi que quand on entendait le mot doula, c'est soit parce qu'on en avait envie ou besoin, mais parce que aussi on avait envie de devenir doula. Oui. Et donc, c'est quoi la formation de doula? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans cette formation qui, qui va justement aider la prise en charge quand elle est demandée? Alors, ah, j'ai pas fermé la fenêtre, alors on entend les motards qui passent. Déjà, je voudrais dire une chose parce que ça me semble vraiment important. Il y a savoir-faire, savoir-être et compétences. Et je pense que l'activité de doula, la profession de doula, elle ne nous arrive pas dessus par hasard. Je pense qu'il y a déjà une prise de conscience, un éveil, alors pas forcément au féminin en particulier, mais à la place de l'humain, dans le sens de l'humanité, tu vois, de quelque chose de vraiment rattaché aux valeurs importantes, aux valeurs humaines,
à toute cette place-là qui pour moi est fondamentale. Au-delà de ce qu'on est capable d'apprendre. Parce que ce qu'on est capable d'apprendre, c'est pas forcément ce qui va faire qu'on va être derrière compétent après pour le transmettre ou pour l'incarner, tu vois. Donc, il existe autant de formations que de couleurs que tu veux donner à ta pratique derrière. Il existe des formations à distance, des formations en présentiel. L'association Doula de France à laquelle j'appartiens, je suis membre du conseil d'administration depuis, c'est la 2e année là, cette année, accorde vraiment une importance très particulière à la qualité de la formation. Donc, il y a un cursus qui est un cursus de base. Du coup, je vous invite à aller regarder sur le site doula.info. Vous allez tomber en fait sur l'association Doula de France qui va vraiment présenter toutes les formations qui existent à l'heure actuelle en termes de contenu, en termes de durée, en termes de tarifs également, parce que tout existe. Et qui va caler ça en fait sur ce qu'on appelle le cursus de base, ce qui semble vraiment la base pour pouvoir se lancer en fait dans l'activité. Donc on va aborder des thématiques telles que la sexualité dans le couple, la sexualité pendant la grossesse et après la naissance, l'allaitement, la naissance physiologique, qu'est-ce que c'est, les difficultés maternelles, en lien aussi avec des intervenants extérieurs qui interviennent pendant la formation. C'est pas quelque chose de très fermé, au contraire, c'est quelque chose de très vivant et très ouvert. Et voilà, il y a plein de thématiques, vraiment beaucoup de thématiques qui sont abordées. La formation que j'ai suivie moi, c'est la formation de l'Institut de formation Doula de France, qui s'étale sur une année entière au rythme de 3 jours par toutes les 3 semaines, toutes les 4 semaines. Donc on se rencontre plusieurs fois en fait dans le mois. On partage des temps très forts ensemble. Ce sont des temps où non seulement on va acquérir des connaissances, mais où aussi on va expérimenter la posture. Donc nous-mêmes, en fait, on se met dans la posture soit de l'accompagnante, soit des accompagnés, pour vivre en fait les choses, pour les ressentir et pour voir ce que ça fait bouger aussi en nous. Des fois, ça vient heurter nos croyances, des fois, ça vient heurter notre vécu, mais c'est super important de faire le tri et de faire le ménage pour être un support souple et solide, tu vois, pour les Oui. familles qui sont derrière. Oui. Et puis, il faut aussi dire, dans ton cas, que c'est une formation complémentaire à une solide formation de départ, parce que tu es psychologue aussi. Oui, Hein. c'est pas le prérequis, mais c'est vrai que ça m'a servi et ça m'a aidé. Il y avait beaucoup de liens qui se sont faits, en tout cas, notamment dans l'importance de l'écoute et de la neutralité. J'ai même envie de dire presque laïcité, tu vois. Il y a cette forme de neutralité qui est fondamentale dans l'activité. On s'adapte au contexte que nous proposent les parents. Si jamais le contexte est beaucoup trop en décalage par rapport à mes valeurs personnelles ou professionnelles, à ce moment-là, je ne prends pas et je réoriente vers une consoeur qui est plus à même d'être la bonne personne pour cette famille-là, pour cette maman-là. Oui, c'est un petit peu ce que tu expliquais aussi. Donc, il y a une notion de travail d'équipe. Donc là, je ne parle pas seulement avec les équipes pluridisciplinaires, mais à l'interne, dans le monde des doulas, où bien sûr, il y a l'association, il y a tout ça, mais c'est beaucoup plus concret que ça. C'est la capacité à orienter vers la doula qui va mieux correspondre à tel type de famille ou sur la zone géographique. Voilà, parce que toi, tu es plus sur Dunkerque, la côte, et puis de l'autre côté, la frontière belge. Hein, donc, en fait, c'est ça. Je fais voilà. les Hauts-de-France, mais pas le bas des Hauts-de-France. Tu vois, on va dire traditionnellement le Nord et le Pas-de-Calais. Oui. Donc oui, voilà. il y a ce fonctionnement donc, en réseau tout ce et il travail est d'équipe fondamental. aussi pour pouvoir orienter à des personnes qui sont un peu plus au sud. C'est ça. C'est ça. Ou alors parce que ce mois-là, on a déjà des rendez-vous qui sont voilà. pas de disponibilité ou alors comment dire ça, des imprévus ou des impératifs personnels qui font qu'on ne sera pas disponible à ce moment-là. Et comme notre métier est vraiment un métier de disponibilité, pour chaque rendez-vous, je passe entre 2 et 3 heures de présence. D'accord. Donc, de présence. Oui. Mais après, il y a toute la préparation en amont. Voilà.
Donc, il y a combien de rendez-vous à peu près pendant la grossesse, avant la naissance? Et puis, combien de rendez-vous après? C'est vraiment variable? Ouais, Il ouais. y a une espèce de forfait, si on veut dire ça comme ça, où Ah, tout est à la carte? non, c'est à la carte. Tout est à la carte en fait. Alors après, on fonctionne peut-être un peu tout différemment, mais en moyenne, on est assez raccord sur les fonctionnements, en tout cas pour les doulas de notre secteur, de la région. Ça se fait. C'est vraiment les parents qui décident du rythme et du tempo qu'ils souhaitent donner au rendez-vous, parce qu'aussi déjà, la plupart des grossesses. Sont parfois très surveillés. Donc, il y a déjà une multitude de rendez-vous qui se calent, surtout en fin de grossesse. Donc, c'est les parents qui décident de ce qu'ils veulent, comme ils veulent et quand ils le veulent. Nous, on se met à disposition, on leur offre de notre temps, notre planning, nos disponibilités. Et en dehors de notre présence lors des rendez-vous, en tout cas, c'est quelque chose que moi, je pratique depuis le départ, il y a une vraie présence, je ne veux pas dire physique, mais il y a une vraie continuité. On se contacte par message, on se contacte par téléphone. J'ouvre un espace de partage virtuel sur lequel on peut échanger des documents, des vidéos, des liens, une bibliographie, etc. etc. Enfin, il y a tout le travail qui se fait en présence, qui peut être un travail, mais purement comment dire, dans la transmission, mais également hyper concret. Ça peut être rentrer le linge, plier le linge, lancer des machines, ramener les courses en même temps qu'on va à un rendez-vous, enfin, dans une notion de service, quoi, vraiment. C'est pas que, on n'est pas que dans quelque chose de l'ordre de la transmission de connaissances. On est vraiment aussi axé dans le concret. Qu'est-ce qui va donner du confort à cette famille, à cette femme qui soit s'apprête à enfanter, soit a déjà enfanté. Donc, qu'est-ce qui va donner du confort? Et ça se dessine en fonction des individus. Donc, le nombre de rendez-vous s'ajuste aussi en fonction des besoins. Oui, et puis je trouve qu'il y a quelque chose d'important dans ce que tu viens de dire. Il y a le bien-être de la personne, mais il y a aussi le bien-être de l'environnement, notamment après la naissance, pour que les individus puissent s'épanouir dans un environnement, même s'il y a moins de temps, beaucoup de temps consacré à l'enfant, et donc des tâches qui peuvent être vues comme ménagères. Enfin, voilà, il y a tout ça aussi. Je trouve que ça prend là une espèce de globalité environnementale. Oui, Hein. c'est ça. Voilà, en ça c'est intéressant. Là, j'avais envie de te poser comme question, c'est vrai que 2020, c'est une année un peu particulière avec, Particulière. voilà, avec le corona. Il y a beaucoup de peur, il y a de l'angoisse, il y a de la déprime, il y a de la dépression. Après, il y a des personnes qui le vivent très très bien, voilà. Mais je pense qu'il y a quand même un contexte un petit peu lourd, et notamment par rapport à la projection dans l'avenir. Hein. Oui. Donc là, est-ce que toi, tu as vu évoluer les demandes, des demandes de rassurance par rapport à ça? Est-ce que cette confiance dans l'avenir, justement, hein, est-ce que tu as pu sentir des choses où ta pratique a bougé parce que la demande a bougé? Alors, pas spécialement, parce que je pense que déjà les personnes qui font appel à une doula ont déjà cette notion de comment est-ce que je pourrais donner un peu plus de De sens. naturel, ouais, de sens, de naturel, d'humanité, de connexion, de contact à ma vie actuelle. Enfin, parce que aussi, le moment où tu t'apprêtes à donner naissance, ou où tu as donné naissance, est un moment qui vient faire bouger tes propres limites. Pour les premières fois, tu changes complètement de rôle. Tu passes de fille d'eux, fils d'eux à mère d'eux, enfin, ou papa d'eux. Enfin, les rôles sont complètement redistribués. Donc, très souvent, il y a ce besoin aussi de se reconnecter à ses envies profondes, à ses besoins profonds et à son humanité, mais dans le sens proche de la nature, tu vois, dans le sens, je suis un être humain, je fais partie de ce monde qui m'entoure. Enfin, il y a, voilà, être en connexion avec ce que je ressens, ce que je vis, ce que mon corps traverse et, euh, et ce qui m'entoure d'une manière plus globale, plus générale. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il y a eu un très grand bouleversement lié à la crise sanitaire. J'ai pas cette impression.
Après, il y a eu forcément des ajustements parce que certaines maternités ont, par exemple, ajusté aussi la présence des accompagnants, que ce soit le père, que ce soit l'autre parent, que ce soit une accompagnante à la naissance, en l'occurrence doula ou autre. Il y a eu des petits ajustements, des compromis des fois à faire, et ça a créé, je ne peux pas dire le contraire, ça a créé une forme d'insécurité, mais cette forme d'insécurité, à partir du moment où on arrive à s'y préparer, on arrive aussi à se dire, ok, soit, la situation elle est telle que, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour néanmoins réussir à transformer l'essai et à investir cet espace, ce moment, de manière à pouvoir m'emparer, quoi, vivre les choses avec mon plus de pouvoir, le plus de pouvoir possible. Mhm. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que plutôt que de se, et c'est quelque chose de positif, plutôt que de se projeter en se disant qu'est-ce qui va se passer plus tard, c'est la capacité à vivre l'instant présent et à se préparer, pas à qu'est-ce qui va se passer ou comment va être la vie dans les 20 ans, mais plus à se dire là, voilà les choses à faire dans un avenir proche et à se connecter à son corps, au présent, voilà, et du coup vivre les événements un peu les uns dissociés des autres, mais dans un même tout, et du coup dans une forme de confort. C'est ça que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a une connexion à la sagesse par rapport à tout ça. Oui, bien sûr, et à nos propres besoins. Mais quand je parle de besoins, tu vois, je mets de côté tout ce qui peut être euh, lié à la consommation et à la surconsommation en règle Ah, générale, c'est intéressant. avec, avec tout ce qui est lié au marketing. Enfin, je veux dire, l'arrivée des enfants est aussi une mine d'or pour les marketeurs et pour le commerce en général, avec parfois l'influence de besoins qui sont pas réellement nos besoins. Enfin, c'est si je me projette dans ma propre expérience, j'avais déjà, pour mon premier enfant, j'avais déjà une connaissance d'une forme de simplification de mes besoins. Mais néanmoins, parce que notre entourage trouvait que c'était plus juste et plus judicieux, on a quand même acheté une poussette, alors qu'en fait, en vrai, on n'a pas forcément besoin de poussette. Enfin, c'est des choses qui sont de l'ordre du matériel, tu vois. Et vivre cet instant, vivre l'instant tel qu'il est, c'est aussi se recentrer sur quels sont tes propres besoins là, maintenant. Mais tes besoins d'être humain, tes besoins pour être en sécurité, pour être en santé, pour avoir de quoi manger, de quoi avoir chaud, c'est simplifier aussi. Simplifier tes propres besoins, tes propres demandes, essayer de faire barrage avec des choses qui sont de l'ordre de l'hyper-matériel et de l'hyper-consommation pour, pour pouvoir te recentrer sur l'accueil de cette nouvelle vie qui arrive en toi et qui arrive aussi dans la vie d'autres personnes parce que le bébé, lui, à un moment donné, il va s'imposer, il va créer des liens aussi avec son entourage, avec ta famille, avec la famille. Ce sont de très jolis messages de connexion à la terre hein, que tu nous donnes, Floriane. De connexion à l'essentiel, de retour à l'essentiel, des messages de vie et de mort. Hein. On voit ce cercle-là qui a quelque chose qui échappe complètement à. Ce cercle-là échappe à l'industrie, échappe à tout ce qu'on veut. Il est là et il arrive quoi qu'on fasse. Hein. Tu redonnes Exactement. du sens à ce cycle hein, qui nous traverse, qui ne nous plaît pas toujours forcément, mais qui est là et qu'on ne peut pas nier. Hein. Tout à fait, tout à fait. Oui. Et je trouve ça vraiment fondamental que les parents arrivent à se saisir en fait de ce sens-là. Après, ça leur appartient. Enfin, je veux dire, si ils ne sont pas dans cette dynamique-là, s'ils ne sont pas dans ces questionnements-là, c'est pas forcément à moi de leur amener. Moi, pareil, je les accompagne sur leur chemin dans le respect de leur temporalité. S'ils n'ont pas, voilà, enfin, quel que soit le stade en fait de leur réflexion. Mais c'est vrai que très souvent, il y a un fort lien. C'est déjà cette prise de conscience qui amène à vouloir une naissance différente. Et c'est un vrai point commun. Je peux pas dire le contraire. C'est un vrai point commun des personnes qui contactent et qui font appel à moi.
D'accord. Bon, on va mettre toutes tes coordonnées. Hein. De toute façon, on va mettre tes liens, on va mettre toutes tes coordonnées. Bah oui, hein. C'est chouette. Bah oui, avec plaisir. Et donc là, pour conclure, si tu avais 3 mots à nous dire, qu'est-ce que tu nous proposerais? Parce que là, tu nous reçois aussi dans ton joli bureau. Tu es principalement à domicile et quelquefois dans ton Oui, bureau c'est vrai. avec tes clients. Et là, si tu voulais nous donner 3 mots, quels seraient-ils? Est-ce que tu m'autorises à en donner 2 fois 3? Bon, allez, c'est bien parce que c'est toi. Allez, c'est parti. C'est vous avez le choix et ayez confiance en vous. Enfin, ayez confiance. Oui, Vous avez le choix. Cette notion de choix, elle est fondamentale. C'est encore une fois, c'est comment vous arrivez à synchroniser vos besoins, vos envies, votre zone de confort. Est-ce que votre zone de confort actuelle, le, votre contexte de vie correspond réellement à ce que vous avez envie de vivre et à ce que vous avez envie de transmettre après? Vous avez le choix, ça peut être aussi si vous avez choisi une maternité mais qu'elle ne correspond pas à ses besoins et à ses envies, et ben en fait vous avez le choix d'en changer. Vous êtes pas, c'est pas, vous vous mariez pas, enfin c'est pas un contrat, c'est pas, il y a rien de figé. Vous avez le choix. Vous avez le choix de vivre les choses comme vous le souhaitez, avec la couleur que vous voulez donner à cette naissance, à cette grossesse, à l'accueil de votre enfant derrière. Vous avez le choix des personnes aussi que vous souhaitez pour vous accompagner, que ce soit des personnels médicaux, des personnels paramédicaux, des personnels qui n'ont rien à voir avec le médical, peu importe. Vous avez le choix de vivre les choses comme vous le souhaitez. On n'est plus dans une époque où les femmes peuvent, il y en a encore qui le font, mais c'est beaucoup plus rare, peuvent avoir 7, 8, 10 enfants, 10 grossesses. C'est quand même extrêmement rare. Donc, toute l'intensité du passage que va représenter la grossesse, la naissance, il est concentré sur quelques événements très ponctuels finalement dans la vie des femmes. Et ce serait tellement dommage de ne pas se saisir en fait de ça, d'avoir un regret qu'on porte. Je dis ça parce que parfois ça m'arrive de rencontrer des dames qui ont 70, 80 ans et quand on aborde en fait le moment de la naissance, parce que bizarrement ça revient un peu souvent, quand on aborde le moment de la naissance, et ben des fois il y a des larmes qui coulent. Il y a des larmes qui coulent parce que ça s'est pas passé comme elles le souhaitaient ou parce que leur allaitement derrière s'est pas passé comme elles le souhaitaient et elles n'ont pas été accompagnées et elles gardent une trace en fait de ça. Et pour que les choses se passent dans le plus de joie possible et le plus de bien-être possible, moi j'ai tendance à dire vraiment centrez-vous sur vos choix, vos besoins. Vous avez le droit d'avoir des envies, des besoins et des choix, il faut les poser. Donc pour moi c'est le fondamental. Oui, je trouve que c'est un très très joli message qui va bien au-delà de l'accompagnement de la naissance et qui va aussi dans la prise de conscience aujourd'hui de qui on est, qu'est-ce qu'on fait sur Terre et quel sens on a envie de donner à notre propre vie, à notre propre chemin de vie. Hein? Oui, bien Voilà. sûr. Je trouve que c'est à remettre dans un axe de globalité et dans un tout. Voilà. Je te souhaite une très très belle continuation, Floriane. Plein de belles choses. Et puis, Merci. toujours, avec plaisir. Et puis, toujours au plaisir justement peut-être de t'avoir dans d'autres conférences, peut-être sur des thèmes plus ciblés, des thèmes plus pointus. Voilà, je trouve qu'il y a peut-être, parce que là, on a un peu... j'ai pas envie de dire survolé, mais décortiqué Oui, très légèrement. dégrossi un peu, quoi. Voilà, on a dégrossi un peu le schéma, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à dire sur des thèmes beaucoup plus pointus. Voilà. Tout à fait. Un très grand merci. Belle réussite professionnelle à toi, belle vie à toi, et puis à très bientôt. Merci beaucoup, Lucie. Au revoir. À bientôt. Au revoir.